Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la FAQ après la victoire donc du Barça contre Benfica. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Vous avez été nombreux à me poser des questions, je remercie tout le monde, c'est très sympathique à vous. Je ne pourrai pas prendre toutes les questions et répondre à tout le monde, c'est évident, mais merci quand même. Je vais essayer de prendre un maximum de questions et puis de répondre le plus honnêtement, le plus simplement possible. Je vais essayer. On commence cette FAQ avec Rojo qui dit le Barça a réussi à verrouiller contre Benfica quand il a fallu. Ça te donne l'espoir pour un titre Ligue des Champions. Donc le titre, le grand titre tant attendu. Oui, ça donne de l'espoir et c'est vrai que oui. C'est ce qu'on a vu dans l'analyse ou dans mais bref, après le match, c'est vrai qu'on a eu cette sensation-là d'un Barça qui a su défendre. Ouais, je l'ai montré dans l'analyse hier. Un Barça qui a réussi quand même à défendre et même, pas forcément à la fin du match, mais même en première mi-temps, quand il a fallu subir un peu plus, disons, ou en tout cas faire un peu plus les efforts pour les attaquants, parce qu'on sait que tactiquement, Lamine Yamal et Rafinha sur les ailes, ils redescendent pas très très bas pour défendre, ils restent assez haut pour jouer les contre-attaques. Mais le Barça menait 2 ou 3-1 à ce moment-là et on voyait quand même des attaquants redescendre un petit peu plus et faire un peu plus les efforts défensifs pour justement, comme tu le dis si bien, verrouiller un peu plus cette défense, quoi, éviter d'encaisser et donc de pas constamment jouer de manière trop risquée dans le placement, c'est-à-dire dans le bloc trop haut par moment, le hors-jeu très très haut et c'est bien aussi de prendre des risques, mais il faut savoir aussi des fois verrouiller un peu plus pour aller loin en Ligue des Champions, parce que il y a des moments dans certains matchs qui vont arriver dans l'avenir où il faudra savoir subir aussi, savoir un peu changer sa manière de jouer et s'adapter un peu plus au match. C'est comme ça que tu vas aussi loin aussi dans des compétitions, c'est en t'adaptant un moment, des moments dans les matchs, parce qu'il y a des moments dans les matchs où ça pourra pas se passer comme tu le souhaites, tout pourra pas aller parfaitement, il faudra aussi s'adapter au contexte du match. Et quand on voit un Barça comme ça, qui est assez jeune finalement, parce que le Barça est quand même très jeune, il y a beaucoup de jeunes joueurs, donc manque d'expérience, tout ça, et dans des matchs comme ça, quand tu vois que les joueurs ont peut-être cette lucidité, ou en tout cas le coach leur demande, quand on voit cette équipe qui peut faire ça, qui peut verrouiller aussi un petit peu le jeu, bah oui, effectivement ça donne de l'espoir pour la suite. Et peut-être que oui, moi j'y crois quand même à la Ligue des Champions, un minimum. Maintenant je sais qu'il peut se passer beaucoup de choses, on est sur un côté de tableau qui est plus favorable que si on avait tiré par exemple le PSG. De l'autre côté, déjà on a vu que le Liverpool finalement, eux qui étaient les grands favoris de la Ligue des Champions, avec nous peut-être, et je sais pas, mais dans cette phase de poule, au final ils se sont fait sortir quand même par le PSG, finalement. Donc attention à cette équipe du PSG, mais on est sur un côté de tableau qui est plus favorable. Mais maintenant il y a le Bayern, il y a l'Inter, il y a Dortmund aussi avant, on va jouer contre Dortmund, sachant qu'on a déjà joué contre eux en phase de groupe, on les a déjà battus, sachant qu'en plus de ça on était dans un mauvais moment aussi, on était dans un moment où on perdait beaucoup de matchs, même dans ce moment là on a réussi à les battre. Bref, donc oui c'est favorable et ça donne de l'espoir pour cette Ligue des Champions. Maintenant bon, on sait qu'il peut se passer beaucoup de choses avant la fin de la compétition. Ensuite il y a Sohail qui a dit, est-ce qu'on peut dire qu'aucun joueur n'a raté son match? Alors si, on peut le dire. Si, Lewandowski a raté son match et pas qu'un peu. Après moi j'ai été assez honnête avec enfin en tout cas sur ma manière de voir les choses, ma manière de voir le match de Lewandowski. Il y en a qui m'ont dit que j'étais un peu trop dur, qu'il n'avait pas tant que ça raté son match. Moi j'ai trouvé qu'il a été éclaté complet. Et quand je dis ça, je suis très très gentil avec lui. Parce que oui, certes, il s'est procuré des occasions, mais les gars, dès que Lewandowski touche un ballon, c'est catastrophique en fait. Tu lui donnes un bon ballon, il arrive à te le dégueulasser le ballon. C'est une dinguerie de voir ça. Chaque contrôle, chaque passe, chaque truc est trop lent, mal donné, mal joué, mal fait. Il y a quasiment rien qui allait dans ce match-là. Lewandowski a déjà été très utile dans la saison et a été très bon. Lewandowski est un grand joueur, tout ça. Oui. Mais actuellement, le niveau de Lewandowski, il est très inquiétant. Très très inquiétant. Et son match contre Benfica, il est éclaté et il est très inquiétant pour la suite. La question d'avant qui nous disait est-ce qu'on a l'espoir pour aller loin, pour gagner peut-être cette Ligue des Champions, si j'ai un petit doute dans l'histoire, c'est avec Lewandowski personnellement. Parce que pour le reste, ça fonctionne très bien. On a un Frenkie de Jong qui revient d'entre les morts, qui revit et qui est très bon. C'est une très bonne nouvelle. Pedri qui est masterclass, un Rafinha qui est sur un nuage, Lamine Yamal qui est un génie. Bon voilà, il n'avait pas marqué pendant je sais pas combien de temps. Là, il nous met
une dinguerie et il a fait taire un petit peu les critiques. Donc même Ronald a réussi plutôt son match contre Benfica, même si les relances, voilà, il y a toujours un bémol avec ça, mais défensivement il a été solide, tout ça, il a pas fait de dinguerie, donc fait un bon match. On a Inigo qui est monstrueux, Koundé, Baldé, ça fonctionne très bien. Regardez le match de Baldé, il monte en puissance de fou. Même j'allais dire Ter Stegen, Chesney, il est arrivé au début, on avait un peu des doutes sur lui, c'était compliqué. Là actuellement il est sur un bon niveau, Chesney, et il reste qu'un seul joueur vraiment de titulaire, vraiment, qui est vraiment pas au niveau, quoi. Et c'est Lewandowski, c'est ton attaquant star. Donc je trouve ça quand même inquiétant personnellement. Il y a beaucoup de questions sur Lewandowski qui disent comment on va faire, il est éclaté, tout ça. Bon, ben je sais pas, parce que si Lewandowski continue comme ça, la fin de saison elle va être dure, hein. Parce qu'en attaque, l'attaque elle est portée par Rafinha et par Lamine Yamal. Compliqué, hein. Ensuite on a Ousmane qui dit salut café, point d'interrogation, salut café. Salut Ousmane, est-ce que tu penses que c'est un match maîtrisé du début jusqu'à la fin? Ouais, je pense que oui. Maintenant il y a des moments dans le match où tu peux pas totalement maîtriser ce qui se passe, tu vas subir un peu plus, mais dans l'ensemble c'est un match assez maîtrisé. Même le match aller en soi, et encore on a pris le rouge, mais même le match aller t'as senti qu'on avait quand même, c'est pas qu'on maîtrisait le match, parce qu'au match aller on était un de moins et on a beaucoup subi, mais même en subissant t'as l'impression que ce Barça là c'est ce qu'il fait, tu vois qu'il est au-dessus quand même. C'est cette sensation que ça me donne. Après, bon voilà, il y a, comme je dis, il y a des séquences dans les matchs où tu t'es à deux doigts de te prendre un but, où tu subis quelques occasions et t'es pas forcément serein. Mais dans l'ensemble, on a été très costaud et oui, on a même pu se permettre de gérer le match en deuxième mi-temps. Donc c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Ensuite, il y a Maxime qui dit le PSG en finale. Bah c'est possible en vrai. C'est possible. On a vu le Real qui est passé hier contre l'Atlético Madrid au penalty. Le PSG qui est passé au penalty aussi. Voilà, il reste qui? Il va y avoir Real contre Arsenal, PSG contre Aston Villa. Donc normalement le PSG ça devrait le faire logiquement. Barça, Dortmund et Bayern Inter. On va voir si nous on va réussir à aller en finale. Au final, ça serait marrant quand même. On tombe sur Benfica là en 8ème, qu'on a joué en phase de poule, qu'on avait battu. Là, on joue Dortmund en quart de finale, qu'on a joué en phase de groupe, qu'on a battu. Et si le Bayern bat l'Inter, et que nous on bat le Dortmund, on va en demi-finale et on va jouer contre le Bayern qu'on a joué en phase de groupe et qu'on a battu aussi. Donc ça serait marrant quand même qu'on aille jusqu'à la finale en rejoignant les mêmes équipes. Ça serait assez rare, je pense, que c'est pas souvent arrivé, hein. C'est pas possible même, je pense, vu que là les phases de groupe ont changé. Mais ce serait assez drôle. Mais bon, déjà faut qu'on arrive en finale, mais le PSG a des chances, hein. Je sais pas comment ça va se passer Arsenal-Real. Je pense qu'Arsenal ça reste une équipe quand même assez solide. Défensivement c'est vraiment pas mal. Et le PSG c'est très fort aussi. En ce moment, maintenant on va voir si ça dure jusqu'au bout. Mais on verra. C'est sympa cette petite Ligue des Champions. Ensuite il y a Ibu Dezo qui dit depuis combien de temps on n'a pas vu un Barça aussi fort? Bonne question, je pense que ça fait bien longtemps. Je pense qu'il faut remonter à l'époque de Messi. Bon, de toute façon, l'époque de Messi, elle n'est pas si lointaine que ça. Mais un Barça aussi fort, c'est... Oui, bah, de toute façon, rien qu'en termes de stats, en termes de nombre de buts marqués, tout ça, on a vu qu'on est en train de battre des records ou qu'on est en train de s'approcher de records qui datent de l'époque de la MSN, qui date de l'époque de Guardiola. Donc concrètement, il y a eu la grande époque Guardiola, la plus grande époque pour moi du Barça, avec celle de Cruyff avant, la Dream Team, tout ça, mais bon, ça j'ai pas forcément connu. Mais oui, l'époque Guardiola qui était monumentale, et il y a eu l'époque après Luis Enrique qui était un peu plus courte peut-être quand même, mais il y a eu la grande époque, oui, de la MSN. Je pense que la dernière fois qu'on a vu un Barça aussi fort, c'est à ce moment-là. Même si après il y a eu un Barça fort, mais c'était surtout Messi qui portait l'équipe. Même là, ce Barça collectivement, je le trouve peut-être plus fort que le Barça de Luis Enrique. Je sais pas, peut-être que je m'avance un peu comme ça, mais le Barça de Luis Enrique, ça, en fait, le fait d'avoir une attaque aussi cheatée avec Messi, Neymar, Suarez, ça fausse un peu le truc, tu vois, j'ai l'impression. Mais là, on a un collectif très très fort avec des attaquants qui sont pas aussi forts que Messi, Neymar et Suarez. Concrètement, Lamine Yamal n'est pas meilleur que Messi, Rafinha n'est pas meilleur que Neymar et Lewandowski est loin d'être plus fort que Suarez. Donc en vrai de vrai, c'est assez fou ce qu'on arrive à faire, parce qu'on arrive à mettre limite le même nombre de buts que la MSN, alors que les mecs sont pas aussi forts, tu vois, individuellement. Mais c'est collectivement, ce Barça est très fort. Donc la dernière fois qu'on a vu un Barça aussi fort, ouais, ça date de cette époque-là, je pense. Ensuite, question de Mathieu qui dit: penses-tu que la gestion du score en deuxième période peut jouer en notre défaveur par la suite? Non,
Je pense pas. Je comprends pas trop la question parce que justement, de savoir gérer le score en seconde période, ça nous avantage pour la suite en termes d'efforts. On n'a pas besoin de faire les efforts. Regarde le Real, l'Atlético, Liverpool et le PSG par exemple qui ont dû aller jusqu'en prolongation et tu vois donner donc en termes déjà d'efforts, le fait de dans un match de pouvoir le gérer sans trop déployer d'efforts, c'est déjà une bonne nouvelle pour la suite. Maintenant, si tu veux pas dire ça, si tu veux dire plutôt qu'on a plutôt géré et pas essayé de tuer le match, est-ce que ça peut jouer en notre défaveur? Non plus. Savoir quand tu as une équipe comme ça, savoir tuer un match rapidement et ensuite de savoir le gérer, c'est une très bonne nouvelle pour la suite. C'est une très très bonne nouvelle. Parce que tu sais que tu peux tuer un match et tu sais que tu peux le gérer. Tu sais que tu peux faire tu peux t'adapter au match. Que si tu sais que attaquer et que tu prends des risques jusqu'au bout du match et tu arrives en fin de match, tu prends 3 buts parce que tu continues à attaquer, tu vois. Là, ça peut jouer en notre défaveur parce que tu te dis, bon, bah, cette équipe, elle est pas très expérimentée ou tu vois, elle est un peu trop faux-folle pour être solide, tu vois. Parce qu'en Ligue des Champions, tu as besoin quand même d'avoir cette solidité. Ce que n'a pas trop ce Barça-là quand même. Enfin, on est très fort collectivement, mais je dirais pas qu'on est hyper solide défensivement, quoi. On est quand même une équipe qui encaisse pas mal parce que on joue de manière très risquée. Mais justement, de savoir un peu s'adapter et de parfois pouvoir verrouiller un peu le match, savoir être un peu plus solide défensivement, savoir gérer le match aussi, défendre en fait, quand tu gères le match comme ça, c'est que tu sais défendre avec le ballon. Donc si on arrive à défendre sans ballon, c'est-à-dire être très compact, très fort défensivement, c'est une bonne nouvelle. Si on arrive à défendre avec ballon, on arrive à faire tourner comme ça, faire courir l'adversaire et ne pas encaisser, ça aussi c'est une bonne nouvelle. Savoir attaquer en contre-attaque, mais savoir aussi attaquer en attaque placée, tout ça c'est des bonnes nouvelles. Si on arrive à vraiment varier notre jeu, savoir jouer un petit peu dans toutes les situations, c'est une bonne nouvelle. Ensuite on a Calvin qui dit Pedri homme du match, j'en doute un peu devant Lamine et Rafinha. Oui bah écoute, après c'est le football contre les stats. Même si Lamine en termes de football c'était pas mal. Après Rafinha a été plutôt bon, plutôt utile. Je vais pas dire que son match a été mauvais et qu'il a fait que marquer. Non, ça serait mentir. Mais voilà, ça récompense aussi le meneur de jeu de l'équipe. Parce que Pedri, encore une fois, fait un gros match. Et sans Pedri au milieu, cette équipe serait bien différente. Et voilà, on choisit de récompenser plutôt l'intelligence de jeu et le gars qui fait jouer l'équipe plutôt que ceux qui finissent, on va dire. Bon, voilà, c'est un choix. Rafinha aurait pu avoir l'homme du match facilement, je pense. Même Lamine Yamal, lui, qui est très décisif avec un but, une passe D. Voilà. Maintenant, je pense que chacun mérite, mais c'est juste que c'est pas pour les mêmes raisons, quoi, en fait. Encore une fois, c'est comme ceux qui comprennent pas pourquoi Rodri a eu le ballon d'or face à Vinicius. Parce que Vinicius a marqué des buts, mais Rodri a marqué moins de buts, mais Rodri est plus important pour son équipe dans le jeu. Donc on en revient à la même chose en termes de football, juste qui ne se voit pas, disons, aux stats, par rapport aux stats, quoi. Cette comparaison là. Ensuite il y a Luke Star qui dit pourquoi Flick ne réessaye pas Olmo en faux neuf, c'est la meilleure alternative à Lewandowski. Ouais. Ouais. Je sais pas. Franchement, je sais pas, ce serait quand même une chose à tester aussi. Maintenant, je pense qu'il y a une gestion de Lewandowski assez complexe, dans le sens où je pense que Lewandowski est un joueur important de l'équipe, c'est un poids lourd du vestiaire, dans tous les sens du terme. Et donc, en fait, tu peux pas le bench comme ça, je pense. Tu peux pas bench Lewandowski du jour au lendemain et lui dire non frérot t'es éclaté, tu vois, voilà, tu vas aller sur le banc et tu vas plus jouer. C'est compliqué, surtout qu'en plus il compte le garder la saison prochaine. Donc je pense qu'il y a une certaine gestion. Si c'était pas Lewandowski, il serait déjà plus sur le terrain, franchement. Parce que je le répète encore, Lewandowski a beaucoup marqué en début de saison, c'est bien, mais son niveau actuel, s'il avait démarré la saison comme ça, il serait à 5 buts, quoi. C'est compliqué. Là il reste uniquement titulaire parce que c'est Lewandowski. Pour son nom, quoi. Mais en termes de jeu, c'est sûr que c'est compliqué l'histoire. Et Olmo en faux neuf, on l'a déjà vu, pas beaucoup, mais on l'a vu au moins une fois, c'est largement mieux. Ça fluidifie le jeu, voilà, mais il faut aussi avoir d'autres joueurs au milieu de terrain qui sont vraiment peut-être à un haut niveau ou peut-être offensivement qui peuvent aussi apporter. Parce que d'avoir Olmo en faux neuf, ça t'enlève peut-être une certaine présence en attaque. Donc si tu mets Olmo en faux neuf, il te faut un milieu de terrain. Celui qui remplace Olmo au milieu de terrain, il faut un joueur offensif. Donc peut-être Fermin Lopez. Mais Fermin actuellement, il n'est pas dans la forme de sa vie et peut-être que ça suffit pas, tu vois. Peut-être que Fermin
Fermin dans les grands matchs, d'avoir Fermin titulaire, peut-être que c'est pas assez. Peut-être que le milieu Casado, Frenkie, Pedri ne serait pas assez offensif, enfin en tout cas d'après Flick, peut-être que c'est ce qu'il pense, et qu'il voudrait quand même un peu plus de... Ce qui serait quand même, ce qui s'entend, ce qui est assez logique. Si Olmo est en faux neuf, peut-être qu'il va redescendre un peu plus participer au jeu, donc il faut quand même un milieu qui soit un peu plus offensif que les autres, tu vois. Donc, profil type Olmo ou Fermin Lopez. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on ne revoit pas Olmo faux neuf. Je ne sais pas. Ça et Lewandowski que tu peux pas forcément bench, je pense, de par son statut. Ensuite, il y a Paul qui dit, on en parle de la montée en puissance de Baldé depuis plusieurs mois. Ouais, c'est pas mal. En vrai, depuis début 2025, peut-être un peu fin d'année, il a commencé à enchaîner des bons petits matchs. Petit à petit, il s'est mis en confiance, il a un peu plus osé faire des dribbles. Ça, c'est à partir de... Je crois que c'était le match contre Retafe, alors je sais plus de quand ça date. Mais il me semble que c'est à partir de ce match-là où il a commencé à tenter plus de dribbles, déjà. Rien que ça. Plus de débordements, d'oser un petit peu plus. Et je crois que contre Retafe, il avait fait ça et il avait été assez utile. Mais après, il a réussi à enchaîner, à monter en puissance. Il y a une bonne gestion de la part de Flick aussi qui veut pas trop le cramer, qui des fois met le GOAT Gérard Martin à sa place. Donc ouais, c'est une très bonne nouvelle. Baldé, franchement, je suis très très content de son match contre Benfica. Très satisfait. J'espère qu'il va se servir comme base, tu vois. Que ce match-là va lui servir de repère. C'est ce qu'il doit faire. C'est ce qu'il doit reproduire, essayer de reproduire comme perf à tous les matchs et prendre cette base-là et l'améliorer encore. Travailler sur ses défauts parce que évidemment qu'il a des défauts comme tous les joueurs. Mais voilà, qu'il continue à bosser en utilisant ça et il va monter en puissance, j'espère. Et franchement, c'est une très bonne nouvelle parce que la perf qu'il fait là contre Benfica, ça fait vraiment plaisir parce que c'était vraiment une grosse perf. Ensuite, il y a Samiali qui dit Gavi a perdu sa place de titulaire. Est-ce qu'il est derrière Casado aussi en cas de rotation? Oui, actuellement, oui, c'est le cas. Il n'est pas titulaire, clairement. Maintenant, est-ce qu'il a perdu définitivement? Tu vois, rien n'est définitif dans le foot. C'est ça. En termes de cycle, il y a encore quelques mois, on voyait les perfs de Jong et ça nous inquiétait. On se disait, il peut pas être titulaire. C'est pas possible d'être titulaire. Il est monté en puissance. Flick a gardé sa confiance en lui. Puis maintenant, il est devenu titulaire devant Casado, pourtant qui enchaînait les bonnes perfs. Donc voilà, ça dépend des profils des joueurs aussi et ce que veut le coach. Le coach préfère par exemple un profil comme De Jong en 6, il l'a installé, il l'a pas forcé, mais il a fait en sorte que ça fonctionne. Donc voilà, après Gavi il a dit récemment que hier ou avant-hier, je sais plus, il a dit que le coach avait confiance en lui, pleine confiance, tout ça. Maintenant oui, actuellement, Gavi il est pas au top de sa forme. Il faudra qu'il revienne petit à petit, de toute façon. C'est toujours pareil, les amis, c'est pas... comme ça. Il y en a, ils pensent trop que ça, du jour au lendemain, tac, tu reprends ta forme. Mais faut pas oublier qu'il a eu une blessure très grave et que peut-être qu'il va être irrégulier pendant un temps. Peut-être qu'il va faire des bonnes perfs et puis après, le match d'après, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça dépend des matchs peut-être. Je sais pas. Je suis pas un professionnel de la santé. Je suis pas un kiné. Je peux pas vous dire en termes de récupération comment ça se passe pour lui, tout ça. Qu'est-ce que ça va changer? Mais on sait que c'est des blessures qui sont graves et qui sont importantes. Il a pas joué pendant un an. Il y en a qui jouent pas pendant 2 semaines et tu sens que quand ils reviennent, ils sont pas trop en forme. Tu sais, tu dis, il avait passé à côté de son match, mais tranquille, il revient de blessure. Gavi, il a pas joué pendant 1 an. À l'instant T, il a perdu sa place et ses perfs, elles sont compliquées. Maintenant, là, le week-end dernier, normalement, si on avait joué ce match contre Osasuna, il était titulaire. Donc il est dans la rotation quand même et je suis pas sûr qu'il soit vraiment devant ou derrière Casado parce que je pense qu'il joue pas au même poste. Gavi actuellement est plus utilisé comme milieu relayeur, voire un peu plus relayeur un peu plus haut sur le terrain au poste de Olmo, quand Olmo est sur le banc par exemple. Il joue relayeur droit mais de demi-espace mais assez haut sur le terrain, et alors que Casado il joue 6, tu vois. Comme doublure de Jong actuellement. Donc je sais pas si Gavi est passé derrière Casado, je pense pas. Je pense qu'il joue pas le même poste tout simplement. Ensuite, il y a Kylian qui dit Paris te fait-il peur? Non, en soi, il n'y a pas des types qui me fait peur. C'est même pas pour faire le gars, c'est juste que j'ai pas de pression par rapport à ça. Je sais pas pourquoi. Peut-être que s'il y avait ce match-là et qu'on serait 30 minutes là avant le match, peut-être que j'aurais la pression évidemment. Mais là, actuellement, je ressens pas de réelle pression pour ça. Je pense que le Barça doit jouer son football.
et on verra ce qui se passera jusqu'à la fin, c'est ce que je me dis dans ma tête, tu vois. Maintenant le PSG c'est très très fort, on l'a vu contre Liverpool, bon j'ai pas forcément regardé les matchs non plus, hein. Attention, m'intéresse pas de fou, mais en soi ça reste une équipe qui fait un gros pressing, qui a des joueurs qui collectivement, en tout cas ce PSG là est beaucoup plus fort que la saison dernière, que les dernières saisons. Luis Enrique il a installé son projet, sa patte sur l'équipe, ça commence à bien se voir, il a un collectif très fort aussi, des joueurs qui jouent au service du collectif et non pas l'inverse, donc c'est vrai que ça change beaucoup. Ça change beaucoup et ça fonctionne mieux visiblement. De toute façon on le sait, quand collectivement, quand tu presses, quand tu fais un gros pressing collectif plutôt que par exemple tes attaquants par exemple ils font zéro pressing, c'est moins fort généralement. Donc est-ce que j'ai peur? Pas forcément. Maintenant je pense que le PSG est une équipe à prendre très au sérieux et c'est une équipe qui peut aller très loin, potentiellement en finale de Ligue des Champions. Je pense que c'est faisable pour eux, c'est faisable pour eux, et même ça va donner peut-être un peu d'espoir aux supporters du PSG, mais il y a même moyen qu'ils gagnent la Ligue des Champions cette saison. Si ils sont toujours dans cette même forme là, dans cette même dynamique pendant encore les semaines qui arrivent ou les mois qui arrivent, attention à eux. C'est pareil pour le Barça, en tout cas, on peut dire la même chose. Si on garde cette dynamique-là et si on continue comme ça, attention à nous. On peut être très dangereux pour tout le monde. Après, sur un match, tu sais, il peut se passer beaucoup de choses. Et on finit avec la question de Mahmoud qui dit « Salut Café, salut frérot, Lewandowski va-t-il se réveiller lorsqu'il faut ?» On finit avec Lewandowski donc. Bien, j'espère. J'espère vraiment qu'il va se réveiller quand il faudra parce que c'est vrai que c'est ce qu'on entend un petit peu, c'est vous enterrez trop vite Lewandowski, il va se réveiller quand personne l'attendra, il sera au niveau. Alors moi ce que j'aimerais bien c'est que quand tout le monde l'attend, qu'il soit au niveau, parce que quand personne l'attend, tu vois, à la limite, par exemple un Barça Valladolid, personne n'attend à ce que Lewandowski se réveille, s'il se réveille là, tu vois, ça m'intéresse pas trop en soi. Ça m'intéresse pas de ouf. Par contre, s'il y a une finale de Ligue des Champions, Barça contre je sais pas qui, et que là t'attends ce gars-là, et que là il s'endort, et qu'il se réveille pas, et là c'est là que ça m'intéresse, tu vois. C'est pas quand je m'attends pas à... Tu vois ce que je veux dire. Donc j'espère que Lewandowski va se réveiller, tout du moins être un petit peu efficace au moins, tu vois. Parce que là contre Benfica, vraiment il a eu des ballons, il a eu des occasions. Je suis désolé, c'est pas normal pour un attaquant de transformer, de ne pas transformer ces occasions là en but, parce qu'il y avait moyen de marquer. Il y avait vraiment moyen de marquer et il est beaucoup trop lent à jouer. Beaucoup trop lent à jouer. À contrôler, à s'orienter, à tirer, à choisir la passe. C'est beaucoup trop lent et ça nous aide pas. Collectivement, ça ralentit de fou le jeu et ça n'aide pas les autres attaquants. Si on avait un numéro 9 qui jouait plus vite, qui était un peu mieux collectivement, je vous assure que déjà lui il marquerait beaucoup plus de buts, mais il ferait aussi beaucoup plus marquer de buts aux autres attaquants, aux autres joueurs. Là actuellement c'est difficile, donc je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer pour la suite. Est-ce que c'est grave, docteur? Seul le temps nous le dira, mais j'espère sincèrement que Lewandowski va retrouver un petit niveau, tu vois, dans la dernière ligne droite de la saison, quand on aura vraiment besoin de lui, et pas quand on l'attendra pas, quand on l'attendra vraiment, quand on aura besoin de lui, de l'attaquant star de l'équipe. J'espère qu'il retrouvera ne serait-ce que au moins 50% de son niveau début de saison, parce que là, pour l'instant, il est à 10%. C'est dur. On se laisse ici. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.